l'urbanisme, c'est quelque chose, c'est le plan de prévention des risques d'inondation, parce que ça a forcément une influence sur la rédaction du PLU par rapport à notre quartier, parce que, alors peut-être que je me trompe, mais à l'époque où j'avais étudié ce dossier-là, le plan de prévention de l'époque, je ne sais pas s'il est actualité depuis, prévoyait un risque de 1 à 2 mètres d'inondation en cas de crue centrale dans le quartier des Abeilles. En quoi ça peut influencer le plan local d'urbanisme? C'est une question que je pose, je n'ai pas la réponse. Alors, le PLU ne va pas intégrer directement ce risque d'inondation, mais dans l'ensemble du dossier PLU, il y aura une phase qui concerne le plan des risques d'inondation. Ce plan, il n'est pas fait par le maire, il est fait par le préfet pour l'ensemble du département. Alors, c'est un peu plus compliqué ici parce que le risque d'inondation est juste à la frontière entre la Seine-Saint-Denis et la Seine-et-Marne. Donc, les préfets doivent s'entendre pour qu'il y ait une cohérence entre les deux. Le préfet de la Seine-Saint-Denis actuellement est en train de mettre à l'enquête publique, à la concertation, le plan de prévention des risques. Alors, effectivement, aux Abeilles, on n'est pas dans la partie la plus touchée, puisque à la preuve de Bourdon, on a des parties qui peuvent atteindre théoriquement dans le cadre de la référence à la crue de 1910 2 mètres de hauteur. Là, on est dans ce qu'on appelle la zone bleu clair, je crois que c'est bleu clair, et qui est une zone d'aléa moyen. Et d'aléa moyen, ça veut dire que ça peut monter jusqu'à 1 mètre ou plus dans le cadre d'une crue identique à celle de 1910. Donc, le plan de prévention prévoit un certain nombre d'interdictions et de limitations. Alors, il n'y a pas, dans ce cadre-là, il n'y a pas d'interdiction totale de construire. C'est-à-dire que la constructibilité reste, et elle impose un certain nombre de normes pour la construction. C'est-à-dire que, par exemple, il est interdit de faire de l'habitat en sous-sol. On peut faire simplement un garage, des espaces qui peuvent être inondés sans mettre en péril la vie ou la vie au sens propre et puis la vie quotidienne des habitants. Donc ce document-là qui va être signifié, notifié par le préfet, il figurera dans une annexe du PLU. Madame, j'ai des spécialistes, j'en profite, mais je pourrais pas dire Sophie à moi, parce que c'est aussi un autre spécialiste. Alors, Monsieur Le Gac me précise, je que j'ignorais parce que la semaine dernière, j'avais fait quelques jours de congé, le dossier est arrivé la semaine dernière et il est consultable au service de l'urbanisme de la mairie. Et ensuite, il va être mis en enquête publique, donc vous le saurez par l'enquête publique qui est lancée. On l'a indiqué dans le bulletin municipal qui vient de sortir ou nous l'avons. En principe, bon, il y a des affiches également et vous avez l'information, donc vous pouvez consulter ce plan que le préfet donc, nous porte à connaissance, pour prendre la terminologie. Madame. Pour ceux qui ont des enfants, notre quartier est quand même étroitement lié avec les écoles, le quartier de les écoles, Lavoisier et Victor Hugo en haut. Et le fait d'augmenter, de densifier les constructions, comme ça a été le cas l'an dernier, après les écoles, elles sont pleines, les gens travaillent, la cantine, elle est overbookée. Alors, est-ce que dans le plan local d'urbanisme, il y a des projets pour des cantines Alors, le plan local ne rentre pas dans ce niveau de détail. On n'a pas d'augmentation en primaire du nombre d'élèves. Quand on prend les statistiques depuis 15 ans, on se rend compte que le nombre d'élèves varie très peu. La différence qu'on a, c'est qu'on a un taux d'élèves qui mangent à la cantine scolaire beaucoup plus important. Avant, on avait à peu près la moitié des enfants qui fréquentaient les écoles qui mangeaient. Maintenant, on a certaines écoles où on en a 80%. Donc ce n'est pas un afflux de population. Vous avez pu voir tout à l'heure dans la présentation que Yannick n'a pas de baisse du nombre d'habitants, mais on a une croissance qui est très légère. Quand on prend, je ne sais pas si on prend deux villes qui nous touchent directement ici, Neuilly-sur-Marne et Chelles, les taux de croissance de population sont pour être autour de 50% ou plus sur une période, quand elle est pour nous de l'ordre de 4 ou 5%.
certaines académies sont plutôt stables en population, alors que les villes voisines sont en croissance forte. C'est des communes qui ont des terrains énormes disponibles que nous n'avons pas, mais c'est le nombre d'enfants qui mangent à la cantine qui pose problème. Alors il y a des écoles où on a pu agrandir un peu les réfectoires, et puis on a des écoles pour lesquelles l'emprise foncière est limitée, et pour lesquelles les règles d'urbanisme qui s'appliquent à nous comme à l'ensemble des habitants ne nous permettent pas d'agrandir les réfectoires, parce qu'à ce moment-là, le permis de construire qu'on pourrait se délivrer à nous-mêmes serait illégal et serait attaqué sans doute par quelques personnes. Donc on a du mal à agrandir et donc on est plutôt dans le système maintenant de passer à 2 services au l'État, etc. Donc des modalités de fonctionnement. Mais c'est vrai qu'on est à flux très tendu. En plus, la cuisine centrale a une capacité d'environ 2500 repas. Et aujourd'hui, on est quasiment à ces 2500 repas. Donc, c'est pas frontière. La cuisine peut faire 2550 repas, mais on ne peut pas envisager de faire 3000 repas compte tenu de l'installation de la cuisine centrale. Ce qui se passe dans beaucoup de communes, c'est que les communes passent à un prestataire extérieur, ce qui règle le problème. Mais nous, on est plutôt attachés au fait de fabriquer en local les repas des enfants. C'est sûr quand même une meilleure qualité et une meilleure maîtrise des menus. Disons que je m'inquiète un petit peu parce que, comme tout le monde lit la presse, on parle du Grand Paris et il faut comprendre qu'autour des gares, les maires n'auraient plus la prérogative de leur urbanisme et que ce serait un petit peu de manière autoritaire qu'on pourrait se retrouver avec des immeubles un petit peu dans un périmètre précis. Le Grand Paris, c'est un sujet dans lequel je m'aime beaucoup parce que je suis quelques semaines président de l'association des maires d'Île-de-France, donc des 1280 maires d'Île-de-France. Et c'est un sujet sur lequel il y a des grands débats. Débats qui ne sont pas clos parce qu'il y a des visions qui s'affrontent, qui n'ont pas de raison de s'affronter parce qu'en fait, il y a parfois une double vision d'un même sujet, les deux visions n'étant pas très loin l'une de l'autre, mais n'arrivant pas actuellement à s'emboîter pour des raisons. Les élections régionales et la région est au centre du débat, donc ça devrait un petit peu s'apaiser après les élections. Il y a d'un côté une vision de l'État qui veut faire du Grand Paris la capitale des capitales. C'est-à-dire qu'il voudrait que Paris redevienne la ville phare qu'elle a été et de faire en sorte que le Grand Paris soit la région phare du monde. Bon, avec des projets très importants qui ont été faits par 10 cabinets d'architecture et des architectes connus mondialement. Tout ça est en train de se mettre en place dans un groupement d'intérêt économique qui est en train aussi de se mettre en place, dans lequel j'essaye auprès du président de la République de faire en sorte que les maires d'Île-de-France interviennent directement dans le conseil d'administration. Et puis à l'autre bout de la chaîne, on a les maires qui, eux, ont à la fois cette préoccupation que la région parisienne, le Grand Paris, soit un élément phare, mais aussi c'est le lieu où vivent quotidiennement les administrés de ces maires, donc il faut qu'on puisse prendre en compte la vie quotidienne. Actuellement, c'est le premier projet, parce qu'il y a 25 volets à ce Grand Paris. On a commencé par un volet qui est peut-être pas le plus important, mais qui est le plus urgent, parce que ça demande beaucoup de temps, qui est le problème du transport. Il y a ce projet de ce qu'on appelle la double boucle, qui est un métro automatique à grande vitesse, et sur lequel vont être implantées une cinquantaine de gares. Dans ces 50 gares, le financement de cette double boucle sera assuré par une taxe et par un prélèvement sur la plus-value engendrée par la présence de cette gare. Vous savez que, par exemple, un terrain aux Abbesses coûte moins cher qu'un terrain qui se situe à côté de la gare de Gailly. Parce que, à côté de la gare de Gailly, vous avez le RER, donc ça donne plus de valeur. Donc, autour des 50 gares, le terrain aura plus de valeur à la fois pour les habitants et puis aussi pour les entreprises qui pourront y venir plus facilement. Donc, si les maires gardent leur prérogative actuelle, chaque maire va décider du régime et va encaisser pour la commune les taxes qui pourraient être mises. Donc l'État peut mettre une taxe sur ses plus-values et donc maîtriser le foncier. Alors là, on est dans un débat qui oppose complètement l'État et les maires refusant de perdre les prérogatives qui sont les nôtres,
tout ça n'est pas réglé encore définitivement.